Bonsoir à toutes et à tous, ici Sonia et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Inside News RDC. Nous sommes ce lundi 1er décembre 2025 et comme chaque jour, nous vous apportons une information vérifiée, complète et sans concession sur l'actualité de notre pays. Ce soir, nous ouvrons notre journal avec une excellente nouvelle pour la santé publique. La République démocratique du Congo tourne officiellement la page de sa 16e épidémie d'Ebola, déclarée finie ce jour même après 3 mois de riposte intensive dans la province du Kasaï. Une victoire collective qui témoigne de l'engagement de nos équipes médicales et de nos partenaires, mais l'actualité politique continue de dominer le débat national. À quelques jours de la signature annoncée d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali à Washington, l'opposition congolaise monte au créneau. Martin Fayulu et Bernadette Tokwalu expriment leurs craintes et appellent à la transparence totale sur le contenu de cet accord historique prévu pour le 4 décembre. Sur le plan sécuritaire, nous vous rapportons les résultats encourageants du programme de désarmement volontaire des groupes armés qui a débuté dans la province du Maniema, avec des milliers de combattants prêts à déposer les armes. Une lueur d'espoir pour la stabilisation de cette région, longtemps affectée par l'insécurité. Enfin, dans le domaine sportif, nos clubs congolais brillent sur la scène continentale. L'AS Maniema Union enchaîne les victoires en Coupe de la Confédération, tandis que le derby quinois entre le DCMP et le V-Club a connu des incidents regrettables qui ont conduit à la suspension du résultat par la Linafoot. Restez avec nous pour tous les détails de cette actualité riche et dense. Ouvrons ce journal par la page politique, dominée par une intense activité diplomatique qui divise l'opinion. Alors que les regards sont tournés vers Washington pour une rencontre cruciale, l'opposition congolaise s'organise et craint que les décisions prises outre-Atlantique ne se fassent au détriment de l'intégrité territoriale. Le jeudi 4 décembre approche à grands pas, date à laquelle les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent signer un accord de paix à la Maison-Blanche sous le parrainage du président américain Donald Trump. Mais cette perspective suscite de vives inquiétudes au sein de l'opposition congolaise. Ce dimanche 30 novembre, lors d'un meeting organisé au siège de la plateforme Lamuka à Kinshasa, Martin Fayulu a appelé l'ensemble des forces politiques de l'opposition à rejeter cet accord qu'il juge opaque et contraire aux intérêts du peuple congolais. Le leader de l'ECD exige que tout engagement diplomatique touchant à la souveraineté ou à la sécurité nationale fasse l'objet d'un débat au Parlement et d'un large consensus national. L'opposante Bernadette Tokwalu Aena a pour sa part déclaré ce lundi que la signature de cet accord équivaudrait selon elle à entériner la balkanisation du Congo. Elle soupçonne le président Tshisekedi de vouloir maintenir son pouvoir qu'elle qualifie d'illégitime et avertit qu'elle ne laissera pas brader la terre des ancêtres. Tokwalu insiste sur un point précis, sans retrait préalable des troupes RDF et M23 des territoires occupés du Nord et Sud Kivu, cet accord conduirait à une partition du territoire national. Il convient de rappeler que le chef de l'État Félix Tshisekedi a plusieurs fois rassuré l'opinion nationale qu'il ne signera jamais un accord qui compromettrait les intérêts de la République démocratique du Congo. La présidence congolaise a notamment réaffirmé le refus catégorique de tout brassage ou mixage entre les forces armées congolaises et les groupes armés actifs dans l'Est, une position présentée comme non négociable. Concernant cette même signature d'accord, une information soulève des questions légitimes. Des sources aéroportuaires confirment que plus de 100 personnes ont quitté Kinshasa pour Washington. D'autres délégations pourraient également rejoindre la capitale américaine à partir de ce lundi, avec des déplacements pris en charge par le Trésor public congolais. Cette information mérite analyse. Pour une simple cérémonie de signature d'accord, une délégation de 100 personnes apparaît disproportionnée au regard des pratiques diplomatiques standards. Dans ce type de rencontre internationale, la composition habituelle comprend généralement le chef d'État accompagné du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, du conseiller à la sécurité nationale, de quelques conseillers diplomatiques spécialisés et d'une équipe technique restreinte pour la logistique et la communication. Une délégation efficace oscille entre 15 et 25 personnes maximum. Le rôle et l'identité précise de ces 100 personnes n'ont pas été communiqués officiellement, ce qui alimente naturellement les interrogations sur la nature exacte de cette mission et sur l'utilisation des fonds publics.
La transparence sur la composition de cette délégation serait souhaitable pour répondre aux préoccupations légitimes des contribuables congolais. Toujours ce dimanche lors du meeting de la Mouka, Martin Fayulu a réaffirmé son exigence d'un dialogue national inclusif. Selon lui, la situation politique actuelle impose de réunir autour d'une même table l'ensemble des composantes de la société congolaise afin d'aborder sans détour les questions majeures qui divisent le pays. Le leader de l'opposition a évoqué les élections de 2018 qu'il continue de considérer comme entachées de manipulation. Il a lancé un appel direct, demandé à Joseph Kabila pourquoi avoir manipulé ces élections, à Corneille Nangaa d'expliquer pourquoi il a pris les armes contre le peuple et au président Félix Tshisekedi de justifier selon lui son acceptation du mensonge de Kabila et Nangaa. Martin Fayulu présente le dialogue inclusif comme une étape indispensable pour clarifier les responsabilités politiques, rétablir la confiance et engager des réformes susceptibles d'apaiser le climat sociopolitique. Il assure que la Mouka continuera à plaider pour un processus ouvert et participatif impliquant toutes les couches de la population. La proposition formulée par plusieurs confessions religieuses visant la convocation d'un dialogue national continue de diviser la classe politique. Le député national Aldos Chitoko, élu de Dibaya au Kasaï central et membre de l'Union sacrée de la nation, rejette fermement l'opportunité d'un tel processus dans le contexte actuel. Pour cet élu, la crise qui déchire l'Est du pays dépasse le cadre des divergences internes. Il rappelle que les exactions et déplacements massifs de populations observés dans cette partie du territoire s'inscrivent dans une logique d'agression extérieure qu'il attribue au Rwanda. Dans ce contexte, Aldos Chitoko estime qu'inviter les forces politiques à négocier des accords institutionnels serait non seulement inopportun, mais aussi contraire à l'histoire. Le député appelle plutôt les prêtres catholiques à mobiliser les fidèles pour l'unité nationale. Il déclare que ce n'est pas le temps de réclamer le dialogue, mais celui de lever le flambeau du pays et de conscientiser les fidèles sur la nécessité d'une force unie pour sauver la nation. Quittons l'arène politique pour une note d'espoir sur le front sanitaire. La résilience de notre système de santé porte ses fruits avec une victoire majeure contre une épidémie redoutable, même si la vigilance reste de mise face à d'autres pathologies. Excellente nouvelle pour la santé publique congolaise. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré ce lundi 1er décembre la fin de sa 16e épidémie d'Ebola. L'annonce a été faite au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa en présence de la première ministre Judith Suminwa et du ministre de la Santé publique, le Dr Roger Kamba. La zone de santé de Boulap, dans la province du Kasaï, a été frappée par cette épidémie de souche Zaïre, officiellement déclarée le 4 septembre dernier. Au total, 53 cas ont été confirmés, dont 34 décès et 19 guérisons. Plus de 1350 prestataires ont été déployés dans le cadre de la riposte et plus de 47 000 personnes ont été vaccinées. Dans son allocution, le ministre de la Santé a salué l'implication financière du pays dans cette riposte ainsi que la stratégie consistant à impliquer les communautés locales. Plusieurs partenaires de la République démocratique du Congo, notamment l'ambassade des États-Unis, l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières et Africa CDC ont pris part à cette cérémonie. Cette déclaration de fin d'épidémie intervient après que le pays se soit trouvé à seulement 2 jours du compte à rebours menant à cette annonce officielle, aucun cas n'ayant été enregistré depuis le 26 septembre. Une évolution encourageante qui témoigne de la rigueur des mesures de surveillance engagées. Lors du dernier Conseil des ministres, le ministre de la Santé a présenté un état des lieux sur 3 épidémies actuellement surveillées. Concernant le choléra, le nombre de nouveaux cas suspects est passé de 1122 à 1007, avec 26 décès enregistrés, soit une létalité de 3% selon les données de la 46e semaine épidémiologique. Dans la ville de Kinshasa, 48 nouveaux cas suspects ont été notifiés au cours de la 47e semaine. Pour le Mpox, la situation est différente. La 46e semaine fait état d'une hausse du nombre de cas suspects passé de 209 à 370, une dynamique qui préoccupe les autorités sanitaires. Le gouvernement maintient un dispositif renforcé de riposte avec surveillance active, prise en charge et sensibilisation communautaire. La sécurité des biens et des personnes demeure la priorité absolue sur l'ensemble du territoire. De l'Est à la capitale, les forces de l'ordre multiplient les initiatives.
entre main tendue pour la démobilisation et fermeté contre la criminalité urbaine. Le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation a lancé officiellement à Kiandu le processus de désarmement volontaire des groupes armés actifs dans la province du Maniema. La cérémonie organisée le samedi 29 novembre a été présidée par le coordonnateur national Jean de Dieu-Désiré Ntanga Ntita en présence du gouvernement provincial et des autorités politico-administratives. Plusieurs dizaines d'ex-combattants ont répondu présents et déposé leurs armes devant les autorités. Un geste symbolisant le retour progressif de la paix dans les territoires concernés, notamment celui de Kailo, où opérait un groupe armé récemment engagé dans la voie de la reddition. Le gouverneur du Maniema, Moussa Kabouankoubi Moïse, a rappelé que 26 groupes armés étaient répertoriés dans la province. Il a salué cette reddition volontaire comme un acte louable qui ouvre une porte d'espoir pour la stabilisation du Maniema. Le point focal du programme indique avoir identifié environ 5000 combattants attendus et prêts à déposer les armes dans la province. Cette opération lancée à Kindu s'étendra à l'ensemble des territoires de la province. Ces efforts s'inscrivent dans un cadre national plus large, avec déjà 4493 ex-combattants réinsérés dans d'autres provinces et un objectif de démobilisation de 80% des combattants recensés d'ici 3 ans. Les forces de sécurité et de l'ordre ont mené dans la nuit du 30 novembre un bouclage mixte dans la commune de la Nsele, précisément dans la partie comprise entre l'arrêt-carrière et Terre Jaune. L'opération conduite par le général Stasien Mbouyi de la 14e région militaire des FARDC et le commissaire divisionnaire Israël Kantoubakoulou de la PNC a abouti à l'interpellation de 115 personnes, certaines munies de machettes et divers stupéfiants. Le commissaire divisionnaire a expliqué que ce bouclage mixte s'inscrivait dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie de la capitale, la population ayant alerté pour dénoncer l'insécurité qui battait son plein à Nsele. Cette opération vise le renforcement de l'opération Ndobo, matérialisée par l'opération Kanga Kanga, lancée dans l'objectif de sécuriser les Kinois pendant la période des festivités de fin d'année. Le commissaire provincial de la PNC a appelé la population à collaborer avec les forces de sécurité pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui déstabilisent sa quiétude. Le développement de la RDC passe inévitablement par la modernisation de ses infrastructures. Qu'il s'agisse de désenclaver les provinces ou d'offrir un toit décent aux citoyens, plusieurs chantiers d'envergure progressent. Le pont Mbogu, situé à 8 km de Bunia, a officiellement été rouvert à la circulation après 7 jours de travaux de réhabilitation exécutés par l'Office des routes. Le directeur provincial de l'Office des routes Ituri, l'ingénieur Roger Dikongo, a annoncé cette réouverture dimanche en précisant que ces travaux ont été réalisés grâce à l'appui du gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kanchama. Cette infrastructure revêt une importance stratégique pour les échanges commerciaux entre le centre urbain de Bunia et le port de Kazeni sur le lac Albert. Sa fermeture avait entraîné l'immobilisation de plusieurs véhicules, camions et marchandises de part et d'autre, perturbant les activités économiques dans la zone. Cependant, la dégradation de la route nationale numéro 27, surtout la partie qui traverse les territoires de Djougou et Mahagi, affecte de manière néfaste l'approvisionnement des marchés locaux. Le président de la Fédération des entreprises du Congo Ituri, Christophe Lonema Batsi, a appelé les autorités à permettre à la société Good News de lancer rapidement les travaux d'asphaltage de cette route nationale. Lancement de la construction de logements sociaux à Kinshasa. Le gouvernement congolais a lancé officiellement le samedi 22 novembre le projet de construction de 5800 logements sociaux dans la commune de la Nsele. Cette initiative baptisée Cité Jardin de Kinshasa fait suite à une convention de collaboration signée en février dernier avec la société Modern Construction. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Alexis Gisaro, a souligné que cette initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État visant à améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Dès 2026, un premier lot de 500 logements sociaux sera livré. Le projet devrait arriver à son terme dans 4 ans et demi. Les prix ont été fixés à 59 900 $ américains pour une villa de 2 chambres et 79 900 $ pour une villa de 3 chambres, payable sur 60 mois.
le directeur général de Modern Construction, André Bangoulou, a précisé que ces tarifs incluent non seulement la construction, mais aussi l'aménagement harmonieux du site, les voiries internes, les espaces verts ainsi que l'intégration d'équipements de base. Au chapitre judiciaire, l'état de droit est mis à l'épreuve des faits. Entre volonté de désengorger les prisons dans le respect de la loi et incidents inacceptables entravant le travail des magistrats, le secteur de la justice oscille entre réforme et défi. 61 détenus de la prison centrale de Makala ont bénéficié ce lundi de la libération conditionnelle au cours d'une cérémonie supervisée par le ministre de la Justice Guillaume Ndjefa. Le ministre a signé le 13 novembre l'arrêté portant libération conditionnelle d'une première vague de 114 détenus, dont 61 à Kinshasa. Le ministre a précisé avoir veillé à ce que les personnes concernées remplissent l'ensemble des critères légaux après avis favorable des commissions et du ministère public. Il a assuré que parmi ces personnes, aucun Koulouna, aucun détourneur de deniers publics ni aucun membre de l'opération Folio ne figure sur la liste. Cette mesure s'inscrit dans la politique de désengorgement des établissements pénitentiaires et dans une volonté de donner une seconde chance à ceux qui remplissent les critères légaux et présentent des signes de réhabilitation. Un incident inédit s'est produit vendredi 28 novembre à Luena, dans la province du Haut-Lomami. Le procureur de la République faisant fonction de chef de parquet de Boukama s'est vu interdire l'accès au cachot du sous-commissariat de la police locale par le commandant en charge des lieux. Selon des activistes des droits de l'homme basés à Luena, le magistrat souhaitait vérifier les conditions de détention des prisonniers. Non seulement il a été empêché d'accomplir sa mission, mais il a également été pris à partie par le commandant de la police qui s'opposait fermement à sa présence. Au cours de cet échange tendu, le commandant a même ordonné la libération de tous les détenus. Les défenseurs des droits humains demandent à la justice militaire de se saisir du dossier afin de décourager ce type de comportement qui constitue une entrave grave au fonctionnement de la justice. Place au sport avec des fortunes diverses pour nos représentants. Si nos ambassadeurs en compétition africaine font briller les couleurs nationales, le championnat local reste malheureusement terni par la violence dans les stades. L'AS Maniema Union confirme son excellent début de parcours en s'imposant à l'extérieur face à Nairobi United 0 but à 1 ce dimanche 30 novembre en Coupe de la Confédération africaine de football. L'unique but du match est tombé en fin de partie à la 84e minute, signé James Mboma. Avec 6 points en 2 matchs et aucun but encaissé, le club congolais prend une option sérieuse pour la qualification et occupe la 2e place du groupe B, derrière le Wydad Athletic Club. En Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi Lupopo a arraché un match nul précieux contre Al Hilal Omdurman, un but partout au stade TP Mazembe à Lubumbashi. Menés précocement suite à un but de Taha Yagoub à la 12e minute, les cheminots ont égalisé à 6 minutes du terme. Ce point, le premier de la campagne, permet au club de rester en contact avec le 3e du groupe MC Alger. Le derby entre le DCMP et l'AS V-Clubs s'est soldé par un match nul, un but partout ce dimanche au stade Tata Raphaël lors de la 10e journée du championnat national. Devant près de 40 000 spectateurs, DCMP a ouvert le score à la 62e minute grâce à Shadrack Binji Bello. La réponse de Vita Club est intervenue dans le temps additionnel avec un but de Jorez Ngombe. Alors que les minutes additionnelles restantes devaient être jouées, la situation a dégénéré avec l'envahissement de la pelouse par des supporters de Vita Club, jets de projectiles, chaises cassées et intervention de la police et de l'armée. Lorsque le jeu a repris, les troubles ont redémarré avec les supporters de DCMP refusant qu'un corner soit tiré. L'arbitre pris à partie a sifflé la fin du match dans un chaos total. La Linafoot a suspendu le résultat du 196e derby quinois en raison de ces incidents graves. Ce type de comportement nuit à l'image du football congolais et appelle à une responsabilisation de tous les acteurs du monde sportif. Terminons ce journal par les indicateurs économiques et le rayonnement financier de la RDC. La Banque centrale consolide sa position stratégique en Afrique centrale, tout en maintenant le cap de la stabilité monétaire. La Banque centrale du Congo a été nommée à la présidence de la sous-région Afrique centrale au sein du bureau de l'Association des banques centrales africaines pour l'exercice 2025-2026. Cette désignation actée lors de la 47e réunion annuelle de l'ABCA, tenue du 23 au 28 novembre à Yaoundé au Cameroun, reconnaît le leadership régional de la BCC.
Le gouverneur André Ouamesso a représenté l'institution et participé au symposium sur le thème changement climatique et stabilité macroéconomique. Les discussions ont porté sur la création d'une monnaie unique africaine, d'un fonds monétaire africain et l'intégration des enjeux climatiques dans les stratégies des banques centrales. Le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo, Dieudonné Fikiri, a présenté au Conseil des ministres une mise à jour sur l'évolution de la conjoncture économique. Au cours de la troisième semaine de novembre, les prix intérieurs sont restés globalement stables avec un taux d'inflation hebdomadaire de 0,3%. Sur une base cumulée et en glissement annuel, l'inflation poursuit sa trajectoire descendante à 1,48% en cumul et 2,26% en glissement annuel contre 10,46% et 13,14% l'année dernière. S'agissant du taux de change, le franc congolais a enregistré une légère dépréciation de 0,54% sur le marché officiel, mais une appréciation de 0,03% au marché parallèle. Sur l'ensemble de la période, le franc congolais affiche une appréciation notable de 29,4% à l'indicatif et 27,72% au parallèle. Nous arrivons au terme de cette édition du 1er décembre d'Inside News RDC. Retenons les points essentiels de cette journée d'actualité. La République démocratique du Congo a officiellement mis fin à sa 16e épidémie d'Ebola, fruit d'une riposte collective efficace qui a mobilisé plus de 1350 prestataires et permis la vaccination de plus de 47 000 personnes. Une victoire sanitaire qui honore nos équipes médicales. Sur le plan politique, l'accord de paix prévu pour le 4 décembre à Washington cristallise les tensions avec une opposition qui exige la transparence totale et rejette toute perspective de balkanisation du territoire national. La question de la délégation pléthorique envoyée aux États-Unis soulève également des interrogations légitimes sur l'utilisation des deniers publics. Le processus de désarmement volontaire des groupes armés au Maniema ouvre une perspective encourageante pour la stabilisation avec 5000 combattants attendus, tandis que les opérations de sécurisation se poursuivent à Kinshasa en prévision des festivités de fin d'année. La pensée de ce soir s'adresse à chaque Congolais. Notre pays traverse des défis considérables, certes, mais possède également des ressources humaines et naturelles exceptionnelles. La paix que nous appelons de nos vœux ne se construira pas uniquement dans les salons de Washington ou dans les forums internationaux. Elle se bâtira d'abord ici, dans nos cœurs, par notre capacité collective à privilégier l'intérêt national sur les ambitions personnelles, l'unité sur la division, le dialogue sincère sur la confrontation stérile. Retrouvez-nous demain pour une nouvelle édition d'Inside News RDC à la même heure. Continuez de suivre notre chaîne pour nos émissions d'investigation approfondies qui mettent en lumière les réalités de notre nation avec rigueur et honnêteté. Bonne soirée à tous et que la paix accompagne chacun de vos pas.